Je viens de faire quelques vols sur P-38. C'est une belle machine. J'aurais été heureux de disposer de ce cadeau-là pour mes 20 ans. Je constate avec mélancolie qu'aujourd'hui, à 43 ans, après quelques 6500 heures de vol sur tous les ciels du monde, je ne puis plus trouver grand plaisir à ce jeu-là. Ce n'est plus qu'un instrument de déplacement, ici, de guerre. Si je me soumets à la vitesse et à l'altitude à mon âge patriarcal pour ce métier, c'est bien plus pour ne rien refuser des emmerdements de ma génération que dans l'espoir de retrouver les satisfactions d'autrefois. Ceci est peut-être mélancolique, mais peut-être bien ne laisse pas. C'est sans doute quand j'avais 20 ans que je me trompais. En octobre 1940, de retour d'Afrique du Nord où le groupe 233 avait émigré, ma voiture étant remisée exsangue dans quelques garages poussiéreux, j'ai découvert la carriole et le cheval. Par elle, l'herbe des chemins, les moutons et les oliviers. Ces oliviers avaient un autre rôle que celui de battre la mesure derrière les vitres à 130 km/h. Ils se montraient dans leur rythme vrai, qui est de lentement fabriquer des olives. Les moutons n'avaient pas pour fin exclusive de faire tomber la moyenne. Ils redevenaient vivants. Ils faisaient de vraies crottes et fabriquaient de la vraie laine. Et l'herbe aussi avait un sens puisqu'il la broutait. Je me suis senti revivre dans ce seul coin du monde où la poussière soit parfumée. Je suis injuste, elle l'est en Grèce aussi comme en Provence. Et il m'a semblé que toute ma vie, j'avais été un imbécile. Tout cela pour vous expliquer que cette existence grégaire, au cœur d'une base américaine, ces repas expédiés debout en 10 minutes, ce va-et-vient entre les monoplaces de 2600 chevaux dans une bâtisse abstraite où nous sommes entassés à 3 par chambre, ce terrible désert humain, en un mot, n'a rien qui me caresse le cœur. Ça aussi, comme l'émission, sans profit ou espoir de retour de juin 1940, c'est une maladie à passer. Je suis malade pour un temps inconnu. Mais je ne me reconnais pas le droit de ne pas subir cette maladie. Voilà tout. Aujourd'hui, je suis profondément triste. Je suis triste pour ma génération qui est vide de toute substance humaine, qui, n'ayant connu que les bars, les mathématiques et les Bugatti comme forme de vie spirituelle, se trouve aujourd'hui plongée dans une action strictement grégaire qui n'a plus aucune couleur. On ne sait pas le remarquer. Prenez le phénomène militaire d'il y a 100 ans. Considérez combien il intégrait d'efforts pour qu'il fût répondu à la vie spirituelle, poétique ou simplement humaine de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes plus desséchés que des briques. Nous sourions à ces niaiseries. Les costumes, les drapeaux, les chants, la musique, les victoires. Il n'est pas de victoire aujourd'hui. Il n'est que des phénomènes de digestion lente ou rapide. Tout lyrisme sonne ridicule, et les hommes refusent d'être réveillés à une vie spirituelle quelconque. Ils font honnêtement une sorte de travail à la chaîne. Comme dit la jeunesse américaine, nous acceptons honnêtement ce job ingrat. Et la propagande, dans le monde entier, se bat les flancs avec désespoir. De la tragédie grecque, l'humanité, dans sa décadence, est tombée jusqu'au théâtre de M. Louis Verneuil. On ne peut guère aller plus loin. Siècles de publicité, du système bedeau, des régimes totalitaires et des armées sans clairon, ni drapeau, ni messe pour les morts. Je hais mon époque de toutes mes forces. L'homme y meurt de soif. Ah, général, il n'y a qu'un problème, un seul de par le monde. Rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles. Faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. On ne peut pas vivre de frigidaire, de politique, de bilan et de mots croisés, voyez-vous. On ne peut plus vivre sans poésie, couleur ni amour. Rien qu'à entendre un chant villageois du XVe siècle, on mesure la pente descendue. Il ne reste rien que la voix du robot de la propagande. Pardonnez-moi. 2 milliards d'hommes n'entendent plus que le robot, ne comprennent plus que le robot, se font robots. Tous les craquements des 30 dernières années n'ont que 2 sources. Les impasses du système économique du XIXe siècle et le désespoir spirituel. Pourquoi Mermoz a-t-il suivi son grand dadais de colonel, sinon par soif? Pourquoi la Russie? Pourquoi l'Espagne? Les hommes ont fait l'essai des valeurs cartésiennes. Hors des sciences de la nature, cela ne leur a guère réussi. Il n'y a qu'un problème, un seul. Redécouvrir qu'il est une vie de l'esprit,
plus haute encore que la vie de l'intelligence, la seule qui satisfasse l'homme. Ça déborde le problème de la vie religieuse qui n'en est qu'une forme, bien que peut-être la vie de l'esprit conduise à l'autre nécessairement. Et la vie de l'esprit commence là où un être est conçu au-dessus des matériaux qui le composent. L'amour de la maison, cet amour inconnaissable aux États-Unis, est déjà de la vie de l'esprit. Et la fête villageoise, et le culte des morts. Je cite cela car il s'est tué depuis mon arrivée ici 2 ou 3 parachutistes. Mais on les a escamotés. Ils avaient fini de servir. Cela, c'est de l'époque, non de l'Amérique. L'homme n'a plus de sens. Il faut absolument parler aux hommes. À quoi servira de gagner la guerre si nous en avons pour 100 ans de crise d'épilepsie révolutionnaire? Quand la question allemande sera enfin réglée, tous les problèmes véritables commenceront à se poser. Il est peu probable que la spéculation et les stocks américains suffisent au sortir de cette guerre à distraire, comme en 1919, l'humanité de ses soucis véritables. Faute d'un courant spirituel fort, il poussera comme champignon 36 sectes qui se diviseront les unes les autres. Le marxisme lui-même, trop vieilli, se décomposera en une multitude de néo-marxismes contradictoires. On l'a bien observé en Espagne. À moins qu'un César français ne nous installe dans un camp de concentration pour l'éternité. Ah, quel étrange soir, ce soir. Quel étrange climat. Je vois de ma chambre s'allumer les fenêtres de ces bâtisses sans visage. J'entends les postes de radio divers débiter leur musique de mirliton à ces foules désœuvrées venues d'au-delà des mers et qui ne connaissent même pas la nostalgie. On peut confondre cette acceptation résignée avec l'esprit de sacrifice ou la grandeur morale. Ce serait là une belle erreur. Les liens d'amour qui nouent l'homme d'aujourd'hui aux êtres comme aux choses sont si peu tendus, si peu denses, que l'homme ne sent plus l'absence comme autrefois. C'est le mot terrible de cette histoire juive. Tu vas donc là-bas, comme tu seras loin. Loin d'où? Le où qu'ils ont quitté n'était plus guère qu'un vaste faisceau d'habitude. Dans cette époque de divorce, on divorce avec la même facilité d'avec les choses. Les frigidaires sont interchangeables, et la maison aussi, si elle n'est qu'un assemblage. Et la femme, et la religion, et le parti. On ne peut même pas être infidèle. À quoi serait-on infidèle? Loin d'où et infidèle, à quoi? Désert de l'homme. Qu'ils sont donc sages et paisibles, ces hommes en groupe. Moi je songe aux marins bretons d'autrefois qui débarquaient, lâchés sur une ville à ces nœuds complexes d'appétit violent et de nostalgie intolérable, qu'ont toujours constitué les mâles un peu trop sévèrement parqués. Il fallait toujours pour les tenir des gendarmes forts, ou des principes forts, ou des foi fortes. Mais aucun de ceux-là ne manquerait de respecter à une garde-doigt. L'homme d'aujourd'hui, on le fait tenir tranquille selon le milieu avec la belote ou le bridge. Nous sommes étonnamment bien châtrés. Ainsi sommes-nous enfin libres. On nous a coupé les bras et les jambes, puis on nous a laissés libres de marcher. Mais je hais cette époque où l'homme devient sous un totalitarisme universel bétail doux, poli et tranquille. On nous fait prendre ça pour un progrès moral. Ce que je hais dans le marxisme, c'est le totalitarisme à quoi il conduit. L'homme y est défini comme producteur et consommateur, le problème essentiel étant celui de la distribution. Ce que je hais dans le nazisme, c'est le totalitarisme à quoi il prétend par son essence même. On fait défiler les ouvriers de la Ruhr devant un Van Gogh, un Cézanne ou un Chromo. Ils votent naturellement pour le Chromo. Voilà la vérité du peuple. On boucle solidement dans un camp de concentration les candidats Cézanne, les candidats Van Gogh, tous les grands non-conformistes, et l'on alimente en Chromo un bétail soumis. Mais où vont les États-Unis? Et où allons-nous, nous aussi, à cette époque de fonctionnariat universel? L'homme robot, l'homme termite, l'homme oscillant du travail à la chaîne système bedeau à la belote, l'homme châtré de tout son pouvoir créateur, et qui ne sait même plus, du fond de son village, créer une danse ni une chanson, l'homme que l'on alimente en culture de confection, en culture standard comme on alimente les bœufs en foin. C'est cela l'homme d'aujourd'hui. Et moi je pense qu'il n'y a pas 300 ans, on pouvait écrire La princesse de Clèves et s'enfermer dans un couvent pour la vie à cause d'un amour perdu, tant était brûlant l'amour. Aujourd'hui, bien sûr, les gens se suicident, mais la souffrance de cela est de l'ordre d'une rage de dents intolérable. Ce n'a point à faire avec l'amour. Certes, il y a une première étape. Je ne puis supporter l'idée de verser des générations d'enfants français dans le ventre du Moloch allemand. La substance même est menacée. Mais quand elle sera sauvée,
Alors se posera le problème fondamental qui est celui de notre temps, qui est celui du sens de l'homme et auquel il n'est point proposé de réponse. Et j'ai l'impression de marcher vers les temps les plus noirs du monde. Ça m'est égal d'être tué en guerre. De ce que j'ai aimé, que restera-t-il ? Autant que les êtres, je parle des coutumes, des intonations irremplaçables, d'une certaine lumière spirituelle, du déjeuner dans les fermes provençales sous les oliviers, mais aussi de Handel. Les choses, je m'en fous, qui subsisteront. Ce qui vaut, c'est certains arrangements des choses. La civilisation est un bien invisible, puisqu'elle porte non sur les choses, mais sur les invisibles liens qui les nouent l'une à l'autre, ainsi et non autrement. Nous aurons de parfaits instruments de musique, distribués en grandes séries, mais où sera le musicien ? Si je suis tué en guerre, je m'en moque bien. Si je subis une crise de rage de ces sortes de torpilles volantes qui n'ont plus rien à voir avec le vol et font du pilote parmi ses boutons et ses cadrans une sorte de chef comptable, le vol aussi est un certain ordre de lien. Et si je rentre vivant de ce job nécessaire et ingrat, il ne se posera pour moi qu'un problème. Que peut-on ? Que faut-il dire aux hommes ?